Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 11 décembre. L'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu à Gaza. Les autorités sanitaires font état de 4 martyrs et 10 blessés en 24 heures. Le Premier ministre algérien Sefir Rieb, reçu à Tunis par le président tunisien Kais Saied, lui transmettant un message du président algérien Abdelmadjid Tebboune à la veille de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération. L'Algérie commémore ce jeudi le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, étape décisive dans le parcours militant du peuple algérien. Et puis le torchon brûle entre Washington et Caracas après que les États-Unis ont annoncé la saisie d'un pétrolier au large du Venezuela. Bonsoir à tous. 62e jour du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, toujours violé par les forces de l'entité sioniste. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 4 martyrs ainsi que 10 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre dernier, 383 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 1000 autres ont été blessés, tandis que les corps de 627 martyrs ont été récupérés. Le bilan des victimes de ce génocide depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 70 373 martyrs et 170 079 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et l'hiver s'installe à Gaza, mettant en danger la vie des déplacés dont les abris sont loin d'être adaptés au climat rude. D'ailleurs, ce jeudi, un nourrisson de 8 mois est décédé d'hypothermie suite à une inondation à Khan Younes. Iman Merad. À Gaza, les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières heures ont inondé plusieurs camps de déplacés. Des dizaines de tentes ont été submergées, l'eau atteignant parfois plus de 20 cm, entraînant la perte de vêtements, de couvertures et de nourriture déjà insuffisantes. Dans ce chaos, un drame. La mort d'un nourrisson retrouvé sans vie après une nuit passée dans une tente détrempée. Selon les équipes médicales locales, l'enfant aurait succombé au froid et à l'humidité, aggravé par l'absence du chauffage et l'impossibilité de sécher les vêtements et les couvertures. Il n'y avait rien d'anormal chez elle. Je la nourrissais la nuit, je la nourrissais, mais je ne sais pas. Soudain, je me suis réveillée, je l'ai trouvée froide et morte. Il n'y avait rien qui clochait chez elle. Oh mon cœur, je jure devant Dieu, je la nourris pendant la nuit. Il n'y avait rien qui clochait chez elle. Oh le feu de mon cœur, le feu de mon cœur, oh ma vie. Les images venues du sud de l'enclave montrent des familles tentant d'écoper l'eau avec des seaux, des enfants frigorifiés et des parents qui creusent des tranchées improvisées autour de leur tente pour empêcher l'inondation. Mais les infrastructures sont inexistantes, pas de drainage, pas de sol stabilisé, les pluies transforment les abris en pièges d'eau et de boue. Nous dormions paisiblement et soudain je me suis retrouvé à dormir dans une mer. Je le jure devant Dieu, l'eau mesurait environ 30 cm de haut. Pendant que je dormais, je suis sorti en courant et je suis allé dormir chez mon frère. Que puis-je dire d'autre? C'est ce que Dieu a écrit pour nous. Pour de nombreuses familles, la nuit a été une succession de gestes de survie. Tenir les tentes debout, tenter de garder les enfants au sec, prier pour que la pluie s'arrête. La mort du bébé cristallise cette réalité brutale. À Gaza, un simple épisode de pluie devient une menace mortelle. Et avec la chute des températures, les Palestiniens privés de carburant et donc d'électricité se rabattent sur le bois pour se réchauffer ou se chauffer et cuire leurs aliments. Or, même le bois de chauffage est devenu rare.
Nous vivons sous les décombres et dormons sur des draps déchirés. Nous parvenons à peine à ramasser du bois et à utiliser des éponges coupées pour allumer un feu. Nous n'avons pas d'électricité, seulement des torches. Pas d'électricité, pas de chauffage pour réchauffer nos enfants. Nous utilisons du bois pour les maintenir au chaud. Il ne reste plus rien, ni lit, ni chaise. Nous avons tout utilisé pour allumer un feu. C'était un véritable appartement, il avait tout. Il y avait des meubles et tout le reste, mais la guerre n'a rien laissé. Le bois, la chambre, mais il n'y a plus de gaz ni d'électricité depuis le début de la guerre. On a tout utilisé comme bois de chauffage pour cuisiner et manger. Sous les décombres et les bâtiments endommagés, les gens ramassent du bois pour cuisiner et manger car il n'y a plus de produits de première nécessité. Le gaz est introuvable et tout est détruit. Nous leur reprenons le bois, ce qui profite à ceux qui le reçoivent et à nous aussi. C'est comme ça qu'on survit. 2 années de bombardements et de destruction ont engendré des montagnes de débris devenus de véritables gisements d'où les déplacés puisent des matériaux pour construire des abris, parfois de leurs propres maisons détruites. Neila et Hamouda. Une pelle, une pioche, un marteau à la main. C'est avec ces 3 outils rudimentaires que des dizaines de Palestiniens à Gaza déterrent non pas des souvenirs, mais du fer. Ces barres métalliques arrachées aux murs effondrés sont devenues l'unique matière première d'un peuple qui tente de se reconstruire. Un abri, un avenir ou simplement la possibilité de survivre à l'hiver. J'ai récupéré le fer de la maison pour fabriquer des arcs et créer un abri, car c'est mieux que le bois. Je n'ai évidemment pas les moyens d'en acheter. J'ai donc dû extraire ce fer de la maison. Elle comptait 5 étages. Nous n'avons rien d'autre que Dieu et cette maison qui nous abritait. Des familles déplacées parcourent les quartiers ravagés par le génocide sioniste, cherchant le moindre morceau d'acier réutilisable. Le temps presse, les températures chutent, les pluies s'abattent sur les tentes. Et le fer est devenu la seule ressource capable de soutenir un toit, même précaire. Nous sommes 6 personnes. Nous partons chercher notre gagne à vivre. Nous passons devant des maisons détruites et sommes d'accord avec le propriétaire. Il nous donne le choix, soit nettoyer la maison en échange de fer, soit nettoyer la maison pour de l'argent. Nous lui disons que nous voulons le faire et nous commençons à le casser. Comme vous pouvez le voir, nous passons 1 semaine, parfois 1 semaine et demie. Arracher l'acier des ruines est un travail exténuant et dangereux, devenu la seule issue dans un territoire dévasté où les matériaux de construction sont interdits d'accès. Les conditions du siège imposé par Israël à la bande de Gaza et les interdictions répétées d'entrée du fer, en particulier dans la bande de Gaza, ont incité les travailleurs de ce domaine à recycler le fer extrait des maisons démolies, à le modifier et à le réutiliser dans une partie ou à des étapes spécifiques du processus de construction. Mais si vous me demandez comment était la situation pendant la guerre, je peux vous dire que le processus de construction a été complètement arrêté en raison de l'absence de ciment et de fer. À Gaza, on reconstruit l'espoir avec les ruines. Chaque barre d'acier arrachée est une victoire minuscule contre l'effondrement. Mais aucune pelle, aucune pioche, aucun marteau ne pourra bâtir un avenir tant que les habitants devront se battre pour obtenir ce qui devrait simplement leur être accordé, le droit de reconstruire une vie digne. Je vous en parlais en titre, le Premier ministre algérien Sifir El Hieb a été reçu ce jeudi au palais de Carthage par le président tunisien Kais Saïed, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président algérien Abdelmadjid Tebboune, ainsi que sa volonté constante de renforcer les liens de fraternité unissant les 2 peuples et d'approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. De son côté, le président Kais Saïed a exprimé sa profonde gratitude au président algérien, saluant la tradition de communication continue qui les unit. Pour sa part, le Premier ministre algérien a salué la profondeur des liens historiques unissant les 2 pays ainsi que la volonté de leurs 2 dirigeants de hisser la coopération bilatérale au rang d'un partenariat stratégique intégré.
J'ai eu l'honneur en ce début de visite en République tunisienne de rencontrer son Excellence le président Kais Saïed, à qui j'ai transmis les salutations fraternelles du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Je lui ai également exprimé de manière particulière l'attention toute spéciale que porte le président Abdelmajid Tebboune au développement du partenariat stratégique ainsi que la volonté forte qu'il nourrit de poursuivre le travail avec le président Kais Saïed en vue de faire progresser le partenariat entre nos deux pays vers davantage de complémentarité stratégique, de développement solidaire et intégré, conformément à l'approche adoptée lors de la visite d'État effectuée par le président Abdelmajid Tebboune en Tunisie en novembre 2021. Pour sa part, son Excellence le président Kais Saïed a exprimé toute l'estime particulière qu'il voue à son frère le président Abdelmajid Tebboune ainsi que sa volonté de poursuivre le travail avec lui en vue de renforcer le partenariat entre les deux pays. Dans ce cadre, j'ai écouté avec une grande attention les analyses précieuses de son Excellence le président Kais Saïed concernant les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de mobiliser toutes les capacités disponibles afin d'élever le partenariat à des niveaux supérieurs. Par la suite, le Premier ministre algérien Séfir Riyeb a co-présidé à Tunis, aux côtés de la chef du gouvernement tunisien, Sarah Zaafrani, les travaux du Forum économique algéro-tunisien. Ce forum, qui se tient à la veille de la 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération, vise à renforcer et à approfondir les liens de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les secteurs des affaires des deux pays. Auparavant, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a co-présidé ce matin à Tunis avec son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti les travaux du comité de suivi algéro-tunisien en prévision toujours de la 23e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne de coopération bilatérale prévue, je vous le rappelle, demain. Ahmed Attaf a salué notamment la dynamique que connaissent les relations bilatérales et la convergence de vues concernant les principaux défis actuels. Nous exprimons notre grande fierté quant à la dynamique remarquable que connaissent actuellement les relations algéro-tunisiennes, une dynamique qui se manifeste à travers trois dimensions principales, politiques et sécuritaires, économiques et humaines. Premièrement, s'agissant de la dimension politique et sécuritaire, nous constatons avec satisfaction la régularité du rythme de la concertation politique et de la coordination bilatérale, un rythme qui puise sa stabilité et sa force dans la tradition de dialogue permanent instaurée par les deux chefs d'État de nos deux pays frères, le président Abdelmajid Tebboune et son frère le président Kais Saïed. À cet égard, nous ne pouvons que saluer les convergences politiques existantes entre nos deux pays sur les principaux défis actuels dans tous nos espaces d'appartenance maghrébins, arabes, islamiques, africains et méditerranéens. Sur le plan économique, Ahmed Attaf a mis en avant l'augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont bondi de plus de 40% en 3 ans. La valeur des échanges commerciaux et le volume des investissements bilatéraux ont connu des évolutions remarquables qui méritent tout le soutien et l'encouragement. Nous saluons l'augmentation des échanges commerciaux de 42% au cours des 3 dernières années, atteignant une valeur totale estimée à environ 2,3 milliards de dollars américains en 2024, faisant de la Tunisie deuxième partenaire commercial de l'Algérie au niveau africain. De même, nous valorisons la croissance des projets d'investissement réciproques entre les deux pays. Et nous nous félicitons de la diversification de ces projets qui ne se limitent plus au secteur de l'énergie, mais s'attendent désormais à d'autres secteurs stratégiques tels que l'industrie sous toutes ses formes, y compris l'industrie pharmaceutique, l'agriculture ainsi que le secteur des services.
قطاع الخدمات. Je vous en parlais en titre, l'Algérie commémore ce jeudi le 65e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une étape décisive dans le parcours militant du peuple algérien, descendu ce jour-là dans la rue lors de manifestations pacifiques ayant touché la majorité des villes pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination et rejeter les tentatives de compromis des autorités coloniales. Asma Laïda. تحيا الجزائر 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 تحيا الجزائر. Il y a de cela 65 ans, jour pour jour, le 11 décembre 1960, l'une des dates qui ont marqué l'histoire de la lutte de libération du peuple algérien. En ce jour, les Algériens ont manifesté par centaines de milliers à Alger et dans d'autres villes du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition inflexible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Les manifestants scandaient des slogans tels que « L'Algérie algérienne, Algérie musulmane, vive le GPRA » pour exprimer leur attachement à l'indépendance du pays. Des slogans qui traduisent la volonté du peuple algérien d'accéder à l'indépendance. À travers ces manifestations qui ont démarré dans les quartiers populaires de la capitale à l'instar de Belouizdad, ex-Bilkour, El Madania, ex-Alambier et Bab el-Oued, le peuple algérien entendait bien exprimer son adhésion à la révolution et son soutien et attachement indéfectible au Front de libération nationale et à l'Armée de libération nationale. Les Algériens sont sortis ce jour-là manifester pacifiquement pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination. Ces manifestations massives ont été, du point de vue organisationnel, une preuve édifiante de la force de la révolution et un indice de la fin inévitable du colonialisme. Sur le plan diplomatique, ces manifestations, de par le retentissement international, ont conforté les positions du gouvernement provisoire de la République algérienne en tant que représentant légitime du peuple algérien dans les négociations pour l'indépendance qui se profilaient. En effet, à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, une résolution reconnaissant le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien et la nécessité de négociations algéro-françaises pour trouver une solution pacifique sur la base de l'intégrité territoriale de l'Algérie a été adoptée le 20 décembre 1960. Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué un tournant décisif dans le cours de la guerre de libération nationale. Le 11 décembre 1960 demeurera une date qui met en avant la grandeur de l'Algérie, la détermination de son peuple qui a écrit avec le sang des martyrs l'une des plus grandes épopées de l'histoire contemporaine, un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Dans l'actualité également, le torchon brûle entre Washington et Caracas après que les États-Unis ont annoncé avoir saisi un pétrolier au large du Venezuela, une manière de faire grimper encore les tensions. Caracas dénonce un acte de piraterie internationale. Tinhinan Makassi. Cela fait maintenant 3 mois que les observateurs en géopolitique assistent avec une réminiscence familière à une escalade de tensions majeures au large des mers caribéennes. Opposant d'un côté Washington, mu par des visées hégémoniques, et de l'autre Caracas, farouchement attaché à sa souveraineté et érigé en contre-pouvoir régional. En effet, depuis cet été, les États-Unis ont déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes, conduisant à une série de frappes contre des embarcations au large des côtes du Venezuela.
Des actions menées au nom de la lutte contre le narcotrafic selon la diplomatie américaine. Décidées hors de tout cadre légal qui ont fait au moins 80 morts. Et ce mercredi, Washington est monté d'un cran en saisissant un pétrolier vénézuélien. Du Venezuela, nous demandons et exigeons la fin de l'interventionnisme illégal et brutal du gouvernement des États-Unis. Cette opération survient alors que le Venezuela célèbre ce 10 décembre le 166e anniversaire de la bataille historique de Santa Inés. Et à cette occasion, une manifestation en défense de la souveraineté nationale a été tenue dans la capitale, où Nicolas Maduro a exhorté Washington à mettre un terme à l'interventionnisme illégal et brutal. De leur côté, des milliers de manifestants ornés de drapeaux et de portraits de Bolivar dénoncent ce qu'ils qualifient d'agression impérialiste. À Washington, Donald Trump a revendiqué l'opération et avait auparavant menacé Maduro de le destituer par tous les moyens, y compris une possible intervention au sol. Comme vous le savez probablement, nous venons de saisir un pétrolier sur la côte du Venezuela. Un gros pétrolier, très gros. Le plus grand jamais saisi en fait. Cela dit, faut-il le signaler que dès les années 60-70, à l'ère de Chavez, le Venezuela a continuellement cherché à se dégager de l'emprise stratégique de Washington sur l'Amérique latine. Notamment en jouant un rôle clé au sein de l'OPEP et en nationalisant son pétrole en 1976. Ces affirmations souverainistes reprises par Chavez ont systématiquement froissé les États-Unis peu disposés à voir un producteur majeur de pétrole s'éloigner de leur orbite. Au fil des décennies, ces choix ont cristallisé un rapport de force où Caracas s'est posé en contrepoids d'un ordre régional dominé par l'influence américaine. Allez, parlons sport, coupe arabe de la FIFA, Qatar 2025. La sélection algérienne tentera demain de valider son billet pour les demi-finales en affrontant les Émirats arabes unis. Les Verts intensifient leur préparation afin d'aborder la dernière ligne droite dans la quête d'un deuxième sacre arabe. La 20e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réunie ce jeudi dans la capitale indienne, New Delhi, a reconnu de manière claire et explicite la primauté de l'Algérie dans l'enregistrement du Kaftan comme élément essentiel de son riche patrimoine culturel. À cette occasion, le même comité a décidé de modifier le nom de l'élément inscrit en 2024 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en y incluant explicitement le Kaftan. Et enfin, parlons cinéma avec la clôture hier soir de la 12e édition du Festival international du film d'Alger. Une tombée de rideau marquée notamment par la distinction des meilleurs films cinématographiques dans les catégories de la compétition officielle. Après une semaine intense de projections, de rencontres et d'échanges, la 12e édition du Festival international du film d'Alger a été clôturée mercredi soir. Un rendez-vous qui a transformé la capitale en carrefour du cinéma mondial. Très content que le festival ait retrouvé son chemin, que la programmation soit si riche et que tout se soit passé avec finalement pas trop de soucis. Acteurs, réalisateurs, producteurs, comédiens ont partagé leur enthousiasme pour un festival qui offre un vrai espace de dialogue, d'inspiration et de création. Une semaine où les rencontres professionnelles ont parfois été aussi importantes que les films eux-mêmes. J'ai fait de nombreux festivals cette année et je peux vous dire, c'est le meilleur festival que j'ai pu aller. Je suis tellement heureux pour l'Algérie d'avoir ce grand festival et surtout de montrer du cinéma du monde. Je trouve que ce festival est une bonne promesse de ça et j'espère qu'il aura, je sais que c'est une reprise et j'espère qu'il va vraiment se renforcer et devenir un festival important. C'est une très belle édition, très bien. Bon, après, j'avais pas de surprise parce que vous avez un bon commissaire, Mehdi Ben Aissar, Nabil Al-Zaïk, qui sont des professionnels du cinéma depuis longtemps, donc, et toute l'équipe qu'ils ont eue. Donc je m'en faisais pas sur l'organisation, sur la qualité des films. Et je trouve que c'était bien
d'avoir plusieurs salles un peu partout, qu'on n'était pas bloqué Riyad al-Fath. Je suis très content d'être ici, je suis très content d'avoir vu beaucoup de films très intéressants. La production algérienne, ça vient très très bien. La cérémonie de clôture a finalement dévoilé le palmarès de cette 12e édition. Les jurys ont récompensé les œuvres qui ont marqué le festival par leur force, leur originalité et leur engagement. Cette mention spéciale, je m'y attendais pas, honnêtement. Je suis très content que le court-métrage Inconnu a eu cette mention par le jury. Je dédie cette mention spéciale à toute l'équipe technique qui a soutenu ce film, qui m'ont donné de leur savoir-faire. Je suis fière de ce prix parce que le film, avant tout, c'est une aventure humaine. C'est un film qui parle de femmes algériennes, soit de la diaspora ou bien les femmes qui sont en Algérie, avec une vision de femme. C'est ça le plus important. Je suis très content de ce prix parce que le prix public pour moi c'est le plus important. Ça veut dire que le public a aimé. Le rideau se ferme sur cette édition 2025 du Festival international du film d'Alger, un festival qui continue d'écrire son histoire et d'accompagner celle que le cinéma porte au monde actuel. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.